On a toutes et tous déjà vu ces images ou même vécu ces moments où un groupe, eh bien, il semble avoir sa propre volonté, hein. Une sorte d'énergie collective qui emporte tout. Oui. Un concert, une manif, même une vague d'opinion en ligne. Parfois, on peut se sentir différent, on pense différemment quand on est pris comme ça dans la masse. C'est une puissance un peu vertigineuse, non? Tout à fait. Et cette transformation de l'individu, là, au cœur du groupe, cette psychologie collective, eh bien, ça fascinait déjà intensivement à la fin du 19e siècle. C'était une époque de grands changements sociaux. Justement, c'est notre sujet aujourd'hui. On va plonger dans un texte fondateur, parfois controversé, c'est vrai, mais vraiment incontournable. Psychologie des foules de Gustave Le Bon. C'est paru en 1895. Hmm. Un livre qui a tenté de décoder ce phénomène, bien avant l'ère numérique. Oui. Et Le Bon, il écrit dans un contexte très précis, hein. C'est la montée des mouvements populaires, l'extension du droit de vote. Il voit émerger ce qu'il appelle l'ère des foules. D'accord. Et il cherche à comprendre cette nouvelle force qui, selon lui, supplante un peu les anciennes élites. Il veut analyser la psychologie propre, spécifique à ces groupes. Notre mission, là, pour cette exploration, c'est donc de saisir vraiment l'essence des idées de Le Bon, comment est-ce qu'il perçoit cette foule psychologique, qu'est-ce qui arrive à l'individu quand il est dedans, quels sont les mécanismes qui la font agir. Oui, alors, il faut quand même préciser une chose importante. Notre but, ce n'est pas de valider l'ensemble des thèses de Le Bon. Certaines sont clairement marquées par les préjugés de son temps, il faut le dire. Bien sûr. Il s'agit plutôt d'explorer les concepts clés d'un ouvrage qui a eu une influence énorme et d'en extraire les observations marquantes sur le comportement collectif. Voilà. Alors, allons-y. Le point de départ de Le Bon, c'est que la foule, ce n'est pas juste une somme d'individus. Ça devient autre chose. Une entité avec une âme collective. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, ça? Eh bien, pour Le Bon, cette transformation, elle repose sur plusieurs piliers. D'abord, il y aurait l'évanouissement de la personnalité consciente de l'individu. Son jugement critique, hop, il s'efface. Ah oui. Mais au profit de ce qu'il appelle l'inconscient collectif. Il parle aussi d'un sentiment de puissance invincible, lié au nombre évidemment, et puis d'une dilution de la responsabilité individuelle. L'anonymat, ça rend tout possible, en quelque sorte. On dirait presque une sorte de régression, non? C'est un peu l'idée qu'il développe, oui. Il parle même d'un abaissement intellectuel. Mais le mécanisme essentiel qu'il met en avant, c'est vraiment la suggestibilité et la contagion. La contagion. Oui, comme sous hypnose, l'individu dans la foule deviendrait extrêmement réceptif aux suggestions. Et les émotions, les idées, elles se propagent comme une épidémie mentale, quoi. Mhm. Pourtant, il note aussi, et c'est intéressant, que cette même foule, si prompte à la simplification ou à l'excès, elle peut aussi faire preuve d'un héroïsme incroyable. Il cite les volontaires de 1793, les croisés, donc ce n'est pas uniquement négatif. Non, justement. Et c'est là une des nuances importantes de sa pensée. La foule, pour lui, c'est une force brute, capable du pire, comme du meilleur. Elle peut être, je cite, aussi aisément héroïque que criminelle. D'accord. Tout dépendrait en fait de la nature des suggestions qui l'animent et puis bien sûr de l'orientation donnée par les meneurs. Ok. Essayons de cerner un peu mieux les traits dominants de cette fameuse âme collective. Comment Le Bon la caractérise-t-il? Alors, il la dépeint comme fondamentalement émotionnelle et très peu rationnelle. On pourrait peut-être regrouper ces observations autour de trois grands axes. Premièrement, une extrême volatilité émotionnelle. C'est-à-dire? Impulsivité, changement d'humeur très rapide, une intolérance totale à la frustration. La foule, elle passe de la fureur à la générosité presque sans transition. D'accord. Et deuxièmement, j'imagine, cette fameuse suggestibilité dont vous parliez. Exactement. Une pensée très simplifiée et une crédulité immense. La foule, elle résonne par images fortes, pas par logique. Elle prend ses hallucinations pour des réalités. Pour elle, l'invraisemblable, ça n'existe pas. Et c'est là qu'intervient cet exemple fascinant de la frégate La Belle Poule. Ah oui, racontez-nous justement, ça illustre bien le propos, j'imagine. Tout à fait. Tout l'équipage, y compris les officiers, est absolument persuadé d'apercevoir un radeau chargé de naufragés. D'accord. En réalité, il s'agit juste d'un amas de branches et de feuilles qui flottent. Mais une suggestion initiale de la vigie, amplifiée par la contagion émotionnelle, crée une hallucination collective parfaitement convaincante pour tout le monde à bord. Incroyable. Pour Le Bon, ça prouve la très faible valeur du témoignage collectif.
même venant de personnes supposées éclairées. C'est assez radical comme conclusion sur la fiabilité des témoins. Ouf. Et le troisième axe, alors? On pourrait parler d'un autoritarisme paradoxal. La foule est intolérante à la contradiction. Elle a besoin d'une autorité forte, qu'elle respecte. La force, ça l'impressionne. La faiblesse, ça lui inspire le mépris. Mhm. Mais en même temps, malgré des élans parfois révolutionnaires, le bon lui trouve un fond très conservateur, un attachement viscéral aux traditions. Et quant à sa moralité, eh bien, elle est très variable. Elle oscille entre la barbarie, libérée par le sentiment d'irresponsabilité, et le dévouement le plus total. D'accord. Donc on a une entité très émotive, peu critique, extrême dans ses réactions. Si la raison a si peu de prise sur elle, qu'est-ce qui la met en mouvement? Qu'est-ce qui la guide finalement? Ah, certainement pas la logique abstraite, ça c'est sûr. Le bon insiste beaucoup là-dessus. Les foules sont mues principalement par l'imagination et les sentiments. Les idées qui les pénètrent doivent être simples, absolues et surtout présentées sous forme d'images. Des images puissantes, frappantes. Donc la vérité de l'idée importe peu. Beaucoup moins que sa capacité à impressionner l'imagination collective. L'image est reine. L'image est reine. Absolument. L'imagination, c'est la faculté maîtresse des foules. Elle pense par images qui se succèdent sans forcément de lien logique. Le merveilleux, le légendaire, voilà ce qui les captive. Pour le bon, l'art de gouverner ou d'influencer, c'est avant tout l'art de manier les images. Il donne des exemples? Oui, il cite Napoléon, par exemple, qu'il considère comme un maître en la matière. Napoléon savait galvaniser ses troupes ou le peuple par des mises en scène, des formules percutantes. Une image forte, même simple, a bien plus d'impact que 1000 raisonnements. Et il ajoute aussi une dimension quasi religieuse aux convictions des foules, c'est bien ça, non? C'est un point absolument central chez lui. Toute croyance forte, qu'elle soit politique ou sociale, adopte selon le bon une forme religieuse dans l'âme collective. C'est-à-dire? On retrouve l'adoration d'un idéal ou d'un leader, une soumission aveugle, une intolérance farouche envers les opposants, et ce besoin irrépressible de propagande pour répandre la foi, si on peut dire. Il voit ce schéma à l'œuvre partout, depuis l'Empire romain jusqu'au mouvement politique de son époque. D'accord. Alors, si les foules sont si suggestibles, si mues par l'image, qui tire les ficelles? Qui imprime ces images et ces idées dans leur esprit? Ce sont les meneurs. Ils sont indispensables selon le bon. La foule est vue un peu comme un troupeau, incapable de se passer d'un maître. Et ces meneurs, ce sont rarement des intellectuels d'ailleurs, plutôt des hommes d'action. Ah, Oui, souvent des individus très convaincus, parfois même un peu obsédés par leur propre idée, dotés d'une volonté forte et, surtout, persistante. Pensez à des figures comme Saint Paul, Mahomet, au plus près de l'époque de Le Bon, Ferdinand de Lesseps, avec son projet fou du canal de Suez. d'accord. Et comment ces meneurs s'y prennent-ils pour convaincre ces foules? Quels sont leurs outils? Le Bon identifie 3 outils principaux, assez simples en fait, mais redoutablement efficaces selon lui. D'abord, l'affirmation. Pure et simple, sans preuve. Juste affirmer. Voilà. Ensuite, la répétition. Répéter sans cesse cette affirmation pour qu'elle finisse par s'ancrer dans les esprits comme une vérité établie. Et troisièmement, la contagion mentale, qui assure la diffusion rapide de l'idée ou de l'émotion au sein du groupe, et même au-delà. Mais l'arme maîtresse, le levier le plus puissant pour un meneur, c'est le prestige. Le prestige. Oui, c'est cette fascination qu'exerce une personne, une œuvre ou même une idée, et qui paralyse tout esprit critique. Ça impose le respect, voire l'admiration aveugle. Et il y a différentes sortes de prestige, c'est ça, hein? Oui, le bon distingue le prestige qu'il appelle acquis, celui qui est lié au nom, à la fortune, à l'uniforme, etc., et le prestige personnel. Celui-là est plus rare, plus puissant. Il émane directement de l'individu, c'est une sorte de magnétisme. Le charisme, en quelque sorte. Exactement. C'est le charisme de Napoléon face à ses généraux récalcitrants qu'il est subjugué par sa seule présence, dit-on. Mais ce prestige personnel, attention, il est fragile. L'échec le détruit instantanément. Ah oui? Le héros d'hier peut devenir le paria de demain en un clin d'œil. Et la discussion aussi, ça l'érode. Le bon dit, le prestige discuté n'est déjà plus du prestige. Fascinant. Il analyse aussi ce qui, de manière plus large, façonne les opinions des foules, mais sur le long terme, les influences de fond. Oui, tout à fait. Il parle de ce qu'il appelle les facteurs lointains. Alors pour lui, le plus déterminant, c'est ce qu'il appelle la race. Bon, c'est une notion très datée aujourd'hui, évidemment, mais elle est centrale dans sa pensée pour expliquer ce qu'il nomme l'âme d'un peuple. D'accord. Et ensuite? Ensuite, il y a les traditions, le poids de l'histoire, le temps aussi qui façonne et qui use les croyances,
Les institutions politiques ou sociales, qu'il voit plutôt comme des conséquences, des effets, que comme des causes profondes du caractère d'un peuple. Et enfin, l'instruction et l'éducation. Ah oui, il était assez critique sur l'éducation de son temps, si je me souviens bien de mes lectures. Très critique, oui. Surtout envers le système français qu'il jugeait beaucoup trop théorique, trop basé sur le par cœur. Pour lui, ça produisait des diplômés inadaptés au monde réel et ça nourrissait la révolte sociale. Il opposait ça au système anglo-saxon, qu'il trouvait plus pratique. D'accord. C'est un point qu'il développe pas mal, mais l'idée générale, c'est que même l'éducation peine à modifier les ressorts profonds de cette âme collective. Et quels sont les facteurs qui agissent de manière plus immédiate, ceux qui déclenchent l'action ou l'opinion sur le moment? Ah, là, ce sont principalement les éléments qui frappent l'imagination et les sens. Les images fortes, bien sûr, on en a parlé, mais aussi les mots et les formules. Les mots. Oui, le bon souligne leur pouvoir quasi magique, presque indépendamment de leur sens réel, qui est souvent flou d'ailleurs. Pensez à des mots comme démocratie, liberté. Ce qui compte, ce sont les espoirs, les visions qu'ils évoquent. Mhm. Les illusions aussi jouent un rôle majeur, car les foules, selon lui, préféreraient souvent le rêve à la réalité. Et la raison, là-dedans, elle a très peu de poids dans l'équation finale. Et il applique ensuite toute cette grille de lecture à des groupes concrets, c'est ça? Comme les jurys ou les électeurs. Oui, exactement, pour illustrer sa théorie. Par exemple, il décrit les jurys de cour d'assises comme une foule typique, même si elle n'est pas anonyme. Très sensible aux émotions, à la pitié, au prestige de l'avocat ou de l'accusé. Mais peu au raisonnement juridique complexe, j'imagine. Voilà, c'est ça. Fait intéressant d'ailleurs, il défendait quand même l'institution du jury. Il estimait que son instinct, justement, pouvait tempérer la froideur de la loi. Ah, c'est nuancé. Oui, et pour les foules électorales, il retrouve exactement les mêmes mécanismes. L'importance écrasante du prestige du candidat, la nécessité des flatteries, des promesses simples et fortes, la puissance des slogans, et la faible place laissée à l'analyse critique. Bon, alors si on essaye de résumer un peu cette exploration, Le Bon nous décrit la foule comme une sorte de créature psychologique particulière, hein. L'individu s'y transforme, il perd son esprit critique au profit d'une sorte d'inconscient collectif. C'est ça? Il devient plus impulsif, plus crédule, intolérant aux nuances, mais aussi capable d'actes de bravoure ou de sacrifice assez inouïs. Et c'est tout à fait ça. Une entité qui est guidée non par la raison, mais par l'émotion, par l'image, par la suggestion. Elle est animée par des meneurs qui savent utiliser l'affirmation, la répétition, la contagion, et surtout qui savent jouer sur le prestige pour fasciner et entraîner. Son analyse, au fond, visait à fournir des clés pour comprendre, et peut-être potentiellement gérer, cette force nouvelle qu'il voyait dominer le monde moderne. Et Le Ban écrivait tout cela il y a plus de 120 ans. Bien avant Internet, les réseaux sociaux, l'information virale, tout ça. En effet, oui, on est passé de l'ère des foules, telle qu'il l'observait lui, à une ère d'hyperconnexion, de communautés numériques, d'influenceurs, où les émotions et les idées peuvent se propager à une vitesse et à une échelle qu'il n'aurait sans doute même pas pu imaginer. Alors, la réflexion qu'on pourrait peut-être laisser ouverte pour conclure, c'est la suivante. Est-ce que ces mécanismes psychologiques décrits par Le Bon, la contagion émotionnelle fulgurante, le pouvoir des images et des formules simplificatrices, le rôle du prestige ou de ces avatars modernes, est-ce que tout ça résonne d'une manière particulière aujourd'hui? Notre monde numérique a-t-il en quelque sorte amplifié certains aspects de cette psychologie des foules? Hmm. Voilà, c'est une question à méditer.